je voudrais mettre en valeur, c'est comment Rabelais met en œuvre sa conception de la littérature allégorique, comment la lecture autre est appelée finalement par des marqueurs dans le texte, polysémiques, qui amènent à des lectures parallèles qui sont toutes aussi valides l'une que l'autre, ceci selon les préceptes justement de Mélenchon. Et ceci à partir d'un épisode, comment le moine de Seuillet sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis, qui fournit, je rappelle, l'entrée en matière ou l'entrée en livre de Frère Jean dans la geste pantagruéline. Je rappelle comment c'est un épisode particulièrement cruel, où sont déconfits plus de 10 000 ennemis, c'est un spectacle horrible, mais justement c'est un spectacle appelé, ou moi c'est un épisode aussi, appelé à faire sens dans la perspective augustinienne et mélenchtonienne, c'est-à-dire d'incongru, et amené donc à une lecture autre. Alors, je rappelle que Rabelais insiste particulièrement sur le fait que les ennemis rompirent les murailles du clos afin de gâter toute la vendange. Le thème du saccage de la vigne est un thème particulièrement fréquent dans les querelles de l'époque. On les trouve, entre autres, dans tous les querelles qu'il peut y avoir avec Luther, et on a de très nombreux exemples. Alors, il y a d'ailleurs dans l'épisode même de Rabelais, du Gargantua, une variante très significative, puisqu'en 1542, Rabelais dit, alors il a évoqué la peste, et il s'étonne que certains n'aient pas été attaqués par cette maladie. D'où vient cela, messieurs? Pensez-y, je vous prie. Alors il dit messieurs, et non pas messieurs, fournissant à ce moment-là le sens de l'épisode, parce que les messieurs, ce sont les gardiens de la vigne. Donc le lecteur est appelé à être le gardien de la vigne par rapport donc à cet aspect religieux. À côté d'ailleurs d'implications religieuses très fortes dans le texte, je rappelle qu'il y a la condamnation du culte des reliques, l'intercession des saints, etc. L'épisode renvoie aussi à l'état politique. On a derrière ce texte la mise en scène du sac de Rome, qui est particulièrement intéressant. Sac de Rome, je rappelle qu'en 1527, les troupes de Charles Quint, avec le connétable de Bourbon à leur tête, ont saccagé Rome. L'un protecteur de Rabelais, d'ailleurs, était présent, a regretté la passivité du pape, et il est évident que tout ceci se retrouve dans notre texte, où Frère Jean regrette justement la passivité de ces moines. Donc, on a ce texte, cet fameux épisode en arrière-plan. On a aussi en arrière-plan un point qui est important dans la mesure où Frère Jean se retrouve avec le bâton de la croix et des fleurs de lys à moitié effacées contre les ennemis, et ceci renvoie au problème de croisade que l'on pouvait, qui n'était plus à la mode, qui n'était plus de mise plutôt à ce moment-là, mais qu'il avait été auparavant. Ce qui est donc, c'est un épisode qui a de nombreuses implications religieuses, des implications politiques, qui est à mettre aussi en rapport avec l'abbaye de Seuillet, tout particulièrement d'ailleurs à partir d'un élément qui est l'élément des murailles. Je rappelle que Frère Jean veut finalement instituer plutôt une abbaye à son devis, et qu'il ne veut pas qu'il y ait de murailles. Alors, il y a le terme de muraille que l'on trouvait déjà dans le texte de Seuillet, donc c'est intéressant de voir l'écho, et en plus c'est intéressant aussi de parler de muraille pour une abbaye, on parlerait plutôt de mur de l'abbaye, mais ce qui est intéressant, c'est que dans Seuillet, on a une barrière, une muraille, mais qui est une muraille de mots. Je rappelle, c'est ceux qui sont conviés à ne pas entrer, justement. Si n'entrez pas hypocrite, bigot, si n'entre
n'entrez pas mâche fin, praticien, si n'entrez pas vous, usurier, etc. Et en contraste, on a donc ceux qui sont invités à annoncer le Saint-Évangile. Donc on a un jeu particulièrement intéressant. Dans ce texte aussi, il y a un disin qui est inspiré de saint Paul, qui invitait à prendre le haume de salut et le glaive de l'esprit. Donc vous voyez, dans l'enceinte de Thélème, finalement, Rabelais substitue la parole à la réalité guerrière. Il substitue un guerrier de verbe aux croisées de l'abbaye de Seuillé, et il substitue en quelque sorte des murailles de mots, des armures spirituelles aux murailles de pierre. Donc, deux textes qui sont à lire en parallèle, à coup sûr, qui sont aussi à mettre évidemment en rapport avec la lutte politique de Charles Quint et de François Ier, d'autant que derrière Thélème, il y a tous ces châteaux que François Ier fait construire à son retour de captivité de Pavie, entre autres le château de Bonnivet, enfin non pas le château de Bonnivet, mais le château de Chambord, et d'autre part les châteaux de Madrid. Alors, on a des éléments donc, qui amènent, vous voyez, à une lecture autre à partir, mise en scène en quelque sorte d'images parallèles, à partir de quelques marqueurs. C'est la vigne, c'est le bâton de la croix aux fleurs de lys tout effacées, c'est la muraille, et ceci correspond exactement au procédé que l'on peut appeler, enfin que l'on appelle, c'est le procédé de l'anamorphose, les procédés aussi de la stéganographie, tel que l'a défini d'ailleurs le Béroald de Verville, qui est un grand admirateur de Rabelais, un peu à la fin du siècle, et où il dit que la stéganographie, c'est l'art de représenter naïvement ce qui est désé-conception, et qui toutefois, sous les traits épaissis de son apparence, cache des sujets tout autres que ce qui semble être proposé. Ce qui est pratiqué en peinture, quand on met en vue quelques paysages ou ports ou autres portraits, qui cependant cachent sous soi quelque autre figure que l'on discerne quand on regarde par un certain endroit que le maître a désigné, et aussi s'exerce par écrit quand on discourt amplement de sujets plausibles, lesquels enveloppent quelque autre excellence qui ne sont connues que lorsqu'on lit par le secret endroit qui découvre la magnificence occulte à l'apparence commune, mais claire et manifeste à l'œil et à l'entendement, qui a reçu la lumière, qui fait pénétrer dans ses discours proprement impénétrables et non autrement intelligibles. Alors c'est un texte vraiment fondamental parce qu'en plus, vous voyez, il met en relation le monde artistique et le monde littéraire, et avec donc ces figures de la stéganographie qui est finalement, qui correspond évidemment à l'art, par exemple, qui correspondra à l'art d'Archamboldo. Ça correspond aussi à des jeux d'enfants, lorsque l'on est invité à regarder le renard qui est caché dans l'arbre. Et je crois que ce concept de stéganographie peut véritablement bien rendre compte de ces lectures doubles, et ce sera certainement très intéressant pour les élèves d'essayer de rechercher dans les textes de Rabelais cette sorte de lecture double. Ils vont faire aussi leur propre lecture et de savoir que très souvent ça peut être par des petits éléments, des petits marqueurs à rechercher, et qui se jouent aussi d'un texte à l'autre, et de bien penser que le texte est particulièrement organisé et que l'on peut avoir justement ces phénomènes d'écho, ces phénomènes de réseau.